Moi, si j'avais à décrire mon histoire, je partirais de mes premières expériences d'enseignant, de professeur. Moi, j'ai commencé comme professeur de philo, ensuite j'ai été instit, ensuite j'ai été prof de collège. Et chaque fois, je me suis trouvé face à un certain nombre de difficultés. Je me suis trouvé face à des élèves qui résistaient, face à des élèves qui n'avaient pas nécessairement envie d'apprendre ce que je leur enseignais au moment où je leur enseignais. Et je me suis construit au sens propre du terme comme un enseignant-chercheur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va chercher de quoi résoudre les questions qui se posent à lui dans la pratique. Voilà. Et je me suis tourné vers la recherche parce que j'avais besoin d'éclairer ce que je faisais au quotidien avec mes élèves. Et j'ai toujours et toute ma vie fait cela. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours cherché à garder, même quand j'avais des responsabilités institutionnelles, un contact avec des élèves, des étudiants, voire des jeunes en difficulté, difficiles, vis-à-vis desquels j'avais à faire ce travail d'investigation, investiguer la résistance des autres à mon enseignement. Moi, je dis toujours, c'est une image un peu facile peut-être, mais que la résistance, il faut prendre ce terme au sens quasiment de l'ampoule électrique. Dans l'ampoule électrique, il y a une résistance. Cette résistance empêche de passer le courant, mais aussi elle éclaire. Et moi, ce qui m'a aidé à travailler, à chercher, c'est mes difficultés. C'est mes difficultés quotidiennes. Et c'est à partir de mes difficultés que j'ai construit mon travail, que j'ai aussi construit ce qu'on appelle une carrière dans l'université, que j'avais pas prévu, anticipé, qui s'est effectuée un peu à mon insu, mais qui m'a permis toujours d'avancer, de construire des hypothèses, de valider des hypothèses et de m'interroger sur ce que je pouvais proposer pour améliorer mon travail d'enseignant et le travail d'enseignant de mes collègues. Il me semble que si on réfléchit à quel a été, depuis Jules Ferry, le meilleur ministre de l'Éducation, sans aucun doute, pour moi, c'est Jean Zay. Et Jean Zay n'était pas un spécialiste de l'éducation. Jean Zay était avocat, mais c'était un grand humaniste, un homme particulièrement lettré. C'est un homme qui avait des vraies finalités, qui étaient des finalités politiques, qui est allé dans le fonctionnement de la mécanique éducation nationale, dans la machine école, mais qui est allé avec des finalités politiques. Ce que je trouve de dommage aujourd'hui, c'est qu'on répare en permanence la machine, comme dirions-nous, on est en permanence à raccorder des tuyaux, on est dans la cale du paquebot à regarder si on peut pas améliorer la rentabilité de tel ou tel système, sans se demander où va le paquebot. C'est-à-dire que le paquebot reste à quai, on le répare en permanence, on réforme en permanence, mais on ne sait pas vraiment où il va. Il semble que les grands ministres de l'éducation sont ceux qui ont su certes rentrer dans la machine, mais aussi donner des perspectives, donner des axes forts. Ce qu'a fait Jean Zay, ce qu'a fait ensuite quelqu'un comme Alain Savary, je crois, au moment où il rentre au ministère de l'Éducation nationale, où il promeut les ZEP, la réforme des collèges, mais aussi où il tente de mettre en place le grand service public laïque et unifié. Ce qu'a tenté de faire aussi Lionel Jospin avec la loi de 89, qui reste une grande loi éducative. Mais tout ça, ce sont des perspectives globales. Après, il y a le fonctionnement de la machine, il faut rentrer dedans, bien sûr, mais il faut assujettir les modalités aux finalités. Aujourd'hui, on est, me semble-t-il, en perte des finalités. Donc on répare. On répare d'une manière souvent un peu brutale d'ailleurs, et les acteurs vivent cela comme un certain manque de respect, sans donner de cap. Donc nous manquons, je crois, d'un cap, et nous avons surtout besoin de ministres et de chefs d'État qui disent clairement quels sont les fondements de l'école et quelles sont les finalités de notre système éducatif. Moi, d'abord, je suis frappé par l'extrême pauvreté du débat sur l'éducation en France. Une pauvreté qui est absolument indigne d'un pays comme la France, qui a une histoire sur le plan éducatif, qui est une histoire fantastique, formidable. Jules Ferry, on évoquait Jean Zay, il faudrait parler du plan Langevin-Wallon, qui a un texte absolument remarquable. Il faudrait parler de tout ce que la France a pu apporter au monde en matière de réflexion sur l'éducation, depuis Rousseau, Condorcet, jusqu'aux grands pédagogues du XXe siècle. Et je trouve qu'au regard de cette histoire, on parle un peu de l'uniforme de temps en temps, comme ça, sous forme d'une bouffée médiatique. On parle parfois des résultats de PISA, on parle un peu de la restauration de l'autorité, mais tout ça me semble relever plutôt de l'écume, des slogans, et ne pas réellement mettre en débat public, en débat intelligent, ces questions de l'éducation. Par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, mais le président de la République convoque une commission sur le numérique et les écrans, qui remet des conclusions qui sont plutôt intéressantes. Et quand on entend la
ministre de l'Éducation au Sénat, au fond, elle ne reprend que l'interdiction du portable. C'est-à-dire que là où il y a une réflexion qui a eu lieu, qui s'est développée, qui a proposé des choses qu'il faudrait examiner et discuter, eh bien finalement on évacue tout ça et on revient à une espèce de schématisme. On interdit le portable. Oui, on l'interdit, mais sans alternative au portable, sans travail sur l'utilisation du numérique, cette interdiction est un coup d'épée dans l'eau. Et je crois qu'il nous faudrait donc remettre de vrais débats éducatifs à l'ordre du jour. Je crois qu'une convention citoyenne serait bien adaptée, à condition que, évidemment, on tienne compte de ce qu'elle dit, on tienne compte de ses préconisations. Oui, bien sûr. Je suis convaincu que dans la formation initiale et continue des enseignants, il faudrait introduire toute une histoire et une acculturation au débat sur l'école et sur l'éducation. Aujourd'hui, on forme un peu les enseignants et on leur envoie des injonctions très techniques sans que la question du pourquoi soit réellement posée et débattue. Il me semble que chaque génération, et celle la nôtre en particulier, se trouve en face de défis éducatifs nouveaux. Il se trouve que la démocratie aujourd'hui, on le voit bien, est menacée, alors qu'on considérait depuis longtemps que c'était un régime solidement établi. On voit que la notion de vérité elle-même est remise en cause à travers les fake news, les réseaux sociaux. On voit que la notion de collectif doit être travaillée. On assiste aujourd'hui à une montée quand même à la fois de l'individualisme et puis du communautarisme. Toutes ces questions-là, il faut les repenser à la lumière de la philosophie politique et les repenser en se posant la question de ce que l'éducation peut faire par rapport à ça. Au lieu de ressasser comme une sorte de catéchisme dogmatique le lire, écrire et compter. Voilà, lire, écrire et compter, oui, bien sûr, mais déjà Ferdinand Buisson, qui est le grand penseur de l'école républicaine à l'époque de Jules Ferry, distinguait dans les fondamentaux ce qu'il appelait les fondations et les fondements. Une maison, ça a besoin de fondations, il faut des fondations, il faut que dans la terre il y ait un peu de béton, qu'on creuse, qu'on stabilise. Ça, ce sont les fondations, c'est technique. Ça, c'est le lire, écrire, compter. Mais les fondations ne sont pas le fondement. Une maison, son fondement, c'est ce qu'on va en faire. C'est qui va l'habiter, à quoi elle va servir. Et ça, réellement, on ne se le pose pas comme question. Je vais prendre un exemple très simple, écrire. Voilà, lire, écrire, compter. Lire, écrire. Eh bien, on va développer ces deux compétences, lire, écrire, à travers des savoir-faire techniques. Mais on ne va pas s'interroger ensemble et d'une manière un peu construite sur en quoi lire-écrire est émancipateur et comment le lire-écrire est apparu dans l'histoire des humains pour contribuer à leur émancipation. Ce qui fait que ce qui a été dans l'histoire et qui reste un outil formidable de libération de la mémoire, libération de la distance, libération du temps, le lire-écrire, est enseigné finalement comme un moyen d'assujettissement. Il faut que l'enfant obéisse à des normes et à des règles, ce qu'il fait, le plus souvent, bien s'il est un bon élève, mal s'il est un mauvais élève, mais ce qu'il fait sans comprendre qu'en réalité, la langue est un outil de liberté, que l'écriture et la lecture sont de fabuleux outils d'émancipation. On forme à des savoir-faire coupés de leur dimension anthropologique, au sens de ce qui a dans l'histoire des hommes, fait de ces savoir-faire un véritable progrès pour l'humanité. Alors pour répondre à ça, j'emprunterai volontiers une distinction à la psychanalyse. Freud distingue ce qu'il appelle le moi idéal de l'idéal du moi. Il dit si on a un moi idéal trop fort, on va se casser la figure. Mais si on n'a pas de moi idéal, on va jamais progresser. Pardon, si on n'a pas d'idéal du moi, on ne va jamais progresser. Et je dirais, c'est un peu pareil. On peut soit rêver à l'école idéale, et à ce moment-là, on va construire des établissements marginaux, et on va éventuellement créer une école hors contrat, où on va entre nous réaliser les pratiques qui sont des pratiques parfaites, en se cooptant et en n'ayant que des élèves qui sont à la fois volontaires et mobilisés. Ça, c'est l'école idéale. Et moi, je ne crois pas à l'école idéale, mais je crois qu'il faut avoir un idéal d'école. C'est-à-dire, il faut être mu par un idéal d'école. Il ne faut pas aller chercher à créer des écoles idéales. Alors, ça, c'est un débat qui a traversé toute l'éducation nouvelle. En 1921, Calais, jusqu'en 1940, des congrès de l'éducation nouvelle, de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle réguliers, au cours desquels ils se disputent en permanence. Il y a ceux qui disent on ne peut pas mettre en œuvre nos pratiques dans le système traditionnel, donc créons des écoles. Et ils créent des écoles,
La Source et d'autres, des écoles expérimentales, parfaites, où il n'y a que des gens qui sont convaincus des valeurs de la même pédagogie, où il n'y a que des parents qui connaissent ce qu'on va faire et qui en aucun cas ne vont faire obstruction à ça. On crée des espèces d'écoles idéales. Et puis il y a ceux qui disent non, l'école idéale, c'est un moyen de fuir la réalité, c'est un moyen de faire de l'entre-soi avec des privilégiés. Nous devons faire progresser la totalité du système, mais pour cela garder, d'avoir à l'esprit un idéal d'école. Donc je dirais, pour renvoyer à ça, pour remettre ça sur la question de l'utopie, que soit on veut créer une école utopique, on a des exemples d'écoles utopiques, hein, et en général, c'est des utopies de la fixité, c'est des utopies de la reproduction, c'est des utopies de l'enfermement. Soit on garde une vision utopique, mais en travaillant dans le concret, dans le réel, et en faisant de cette vision utopique un outil qui nous dynamise et qui nous permet d'avancer. Donc je dirais oui, il nous faut des utopies, il nous faut un idéal d'école, mais sans aller créer des écoles idéales qui sont en général des moyens d'entériner l'immobilisme du système global. Oui, la question de la culture à l'école traverse effectivement les collègues de PS, entre ceux qui d'un côté souhaitent rester sur les activités on va dire traditionnelles, solidement établies, didactisées depuis longtemps, et ceux qui pensent qu'il faut amener les jeunes à l'EPS par le biais des activités qui sont aujourd'hui proposées par les médias, qui font la une des réseaux sociaux, etc. Mais c'est une question qui traverse aussi les autres disciplines. Moi, en tant que professeur de français, j'étais évidemment affronté à cette question. Est-ce que on travaille sur la princesse de Clèves ou est-ce qu'on travaille sur le texte du rappeur à la mode, hein? C'est un peu la même question. Moi, j'ai toujours été très partagé là-dessus. Je pense qu'il y a des situations où il est extrêmement difficile d'imposer la culture académique traditionnelle à des jeunes pour qui cette culture est totalement étrangère. Et que donc on peut, dans ces situations-là, partir de la culture qui est la leur. Mais partir ne veut pas dire y rester. Voilà. Pour moi, je me souviens d'un débat avec Natacha Polony où elle m'engueulait en disant « Oui, vous acceptez que l'élève il fasse un dossier sur les Rastas au lieu de faire un dossier sur et sur Sophocle. » Ben oui, je peux accepter ça à condition que ce dossier sur les Rastas, je travaille avec lui pour qu'il ait de la rigueur historique, qu'il soit bien écrit et que à travers ça, il découvre un certain nombre de questions et de problèmes qui vont renvoyer la culture académique qui est la culture plus traditionnelle. Donc moi, j'aurais une vision assez pragmatique de cela. Je ne condamnerai ni les uns ni les autres. Je dirais, ne confondons pas la porte d'entrée et l'arrivée. Si la porte d'entrée, c'est l'arrivée, alors non. Moi, je ne suis pas pour prendre en compte et s'arrimer définitivement aux formes les plus commerciales et néolibérales de la culture. Mais si la porte d'entrée permet de travailler, de réfléchir et d'accéder à des activités de plus haut niveau cognitif, épistémique, etc., pourquoi pas? Donc, moi, je dirais ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'exigence. Soit on est dans la démagogie, soit on est dans le formalisme. Démagogie si on se complaît dans les formes culturelles néolibérales, soit le formalisme si on impose des formes culturelles académiques. Et je pense qu'on peut échapper à la démagogie et au formalisme à condition de mettre l'exigence, l'approfondissement, la quête de la précision, de la compréhension et du dépassement au cœur de nos pratiques. Alors, je sais que c'est un peu théorie, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué. Et quand j'étais professeur de lycée professionnel, il y a quelques années, je me souviens avoir effectivement eu du mal à faire entendre l'intérêt qu'il pouvait y avoir à lire. Il y avait Maupassant, je voulais leur faire lire Maupassant, et d'avoir commencé avec certains élèves à travailler sur les mangas. Mais j'ai travaillé sur les mangas sans en rester aux mangas. Je me souviens très bien qu'à travers les mangas, univers post-apocalyptique, la question du pouvoir, la question de la sexualité, etc., finalement, on était arrivé à poser des problèmes qui étaient dans la théogonie d'Hésiode. Et j'avais amené à travers les mangas à la lecture de la théogonie d'Hésiode, ces dieux qui tuent leur père et castrent leur fils et vice-versa, etc. Parce que, au fond, les activités
qu'il pratiquait à travers la lecture des mangas, les avait éveillés à des questions, et que le cheminement que j'ai fait avec eux leur permettait de comprendre qu'il y avait des œuvres de la culture académique traditionnelle qui étaient encore plus fortes pour raisonner avec leurs préoccupations. D'abord, moi, je remets réellement en cause l'idée que lire, écrire, compter sont des savoirs fondamentaux. Ce sont des savoir-faire nécessaires, mais ce qui est fondamental, c'est pas ça. Ce qui est fondamental, c'est le sursis à l'acte et la réflexivité. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas se laisser embarquer et mettre sous emprise. Ce qui est fondamental, c'est d'être disponible à l'altérité et capable d'entendre l'autre dans ce qu'il a à me dire et pas simplement de le détruire s'il me contredit. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est un rapport au savoir qui est d'une certaine manière aussi important que le savoir lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au savoir? C'est un terme qui a été beaucoup utilisé, sur lequel on travaillait énormément de laboratoires de sciences de l'éducation. Moi, je l'entends au sens où le philosophe Jean-Luc Nancy l'avait développé, c'est-à-dire est-ce que j'enseigne un savoir qui est un ensemble de connaissances et d'informations très largement stabilisées, et que je transmets comme on transmet un paquet, ou est-ce que j'enseigne en ayant moi-même un rapport au savoir qui est un rapport de recherche, d'investigation, de quête de précision, de justesse et de vérité, et est-ce que je transmets à travers ce savoir ce qui, moi, me porte dans le savoir, c'est-à-dire une exigence, une forme d'exigence. Et moi, pour moi, ce qui est fondamental, c'est ça. Et ce qui est fondamental, ça existe en EPS, ça existe en biologie, ça existe en histoire, en géographie. Bien sûr, il y a des savoirs fondamentaux en histoire. Il faut savoir qui est Vercingétorix, et éventuellement Louis XIV, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'on a peut-être trop évacué ces savoirs factuels, mais ce qu'enseigne l'histoire, c'est pas simplement des savoirs factuels. Ce qu'enseigne l'histoire, c'est une démarche, une exigence. Et c'est cette exigence qu'on voudrait que les enfants, les jeunes aujourd'hui, aient à l'égard de l'actualité. C'est-à-dire pas s'en tenir à l'apparence, pas s'en tenir à une information brute, aller chercher derrière, aller comprendre les causes, etc. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est cet enseignement. C'est l'enseignement de l'exigence de précision, de justesse et de vérité. L'enseignement de quelque chose qui est porteur de savoir, mais qui n'est pas réductible à ces informations. Parce que, au fond, si enseigner, c'est transmettre des informations, il ne faut pas s'illusionner. Un ChatGPT sera bien plus efficace que nous. Moi, je demande à ChatGPT de me faire un cours d'1 heure sur la différence entre les vallées fluviales et les vallées glaciaires. Ça sera bien plus efficace que si c'est moi qui le fais, même si c'est un spécialiste de géologie qui le fait. Parce qu'il dispose d'une base de données fabuleuse, qui va aller chercher les illustrations que moi je ne trouverai jamais, et il va organiser ça d'une manière extrêmement scrupuleuse, alors certes avec des biais, mais quand même très largement satisfaisante au regard des critères académiques. Donc si on considère que le professeur est simplement un transmetteur d'informations ou de consignes, moi je crois que la machine va se substituer à lui très vite et qu'on n'aura rien à faire. Si on se dit au contraire que le professeur n'est pas simplement ça, mais qu'il transmet à travers les savoirs un chemin vers la vérité, une exigence du sujet, une manière de voir le monde qui ne se cantonne pas à la sidération devant le spectaculaire, mais qui va au-delà. Une manière de voir soi-même et les autres dans leur corps comme étant des êtres humains qui sont à la fois porteurs d'une intentionnalité et d'une possibilité d'agir collectivement. Si on transmet ça, alors on transmet des fondamentaux. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, les disciplines qui traditionnellement sont évidemment déterminantes et qui structurent le champ scolaire aient perdu cette envie de s'interroger sur ce qu'elles enseignent ensemble et qui est fondamental, y compris pour rentrer dans la compréhension des disciplines elles-mêmes. Je prends juste un exemple très rapide, mais là-dessus, je suis d'accord avec un certain nombre de neuroscientifiques comme Olivier Houdet, quand il explique à travers la fonction du cortex frontal le rôle de l'inhibition. Ça, c'est un fondamental. Ça fait partie des fondamentaux, être capable d'inhiber la réaction immédiate, la réaction spontanée, la réaction du corps primaire, pour construire une réaction secondaire qui est pensée, expérimentée, qui renvoie à une synthèse de connaissances et de savoirs, portée, réunifiée par un projet personnel. Ça, c'est fondamental. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ces fondamentaux. Contrairement à ce que disent certains,
retrouver ses fondamentaux, c'est pas perdre la densité des disciplines, c'est la retrouver. C'est la retrouver parce que c'est redonner aux disciplines leur place dans la formation de la personne et pas simplement dans leur cursus de collecte d'informations pour leur dossier de Parcoursup. Moi, je crois qu'il faut parler d'entrer dans l'écrit, pas de lire-écrire. Parce que d'abord, la simple distinction lire-écrire est une distinction qui peut être discutée. On peut parfaitement dire, à juste titre d'ailleurs, que pour lire, il faut que des gens aient écrit avant. Et donc, l'écrit précède le lire. Et en fait, on sait que pour chaque enfant aussi, l'écrit précède le lire, c'est-à-dire le fait de construire du sens à travers des signes précède le décryptage. C'est pour ça que je parle, moi, d'entrer dans l'écrit, c'est-à-dire de découverte de ce que l'écrit apporte à l'humain en termes d'émancipation, émancipation de la mémoire. Hein. On a écrit pour libérer sa mémoire. Les premiers écrits, c'est des listes, hein. Parce qu'on ne peut pas garder en tête des tas de choses, on les écrit. Ensuite, c'est des livres de contes. Hein. Ensuite, ce sont des histoires. Donc, on libère sa mémoire. On se libère de la contrainte de l'espace, puisqu'on peut écrire et envoyer. On se libère de la contrainte du temps, puisque l'écrit perdure au-delà de la temporalité de la parole. Donc, découvrir avec l'enfant que l'écrit le libère et non pas l'assujettit, me semble quelque chose d'absolument essentiel. Au fond, je dirais, la philosophie politique devrait nous inviter à réfléchir sur l'école. Qu'est-ce que ça veut dire une école émancipatrice en permanence au regard des contraintes et au regard du contexte civilisationnel que nous avons à affronter. On peut penser un enseignement qui intègre l'épistémologie. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais au Conseil supérieur des programmes un peu d'une autre manière. Plutôt que d'enseigner de l'épistémologie et d'en faire une sorte de discipline supplémentaire, intégrer la dimension historique et anthropologique de chaque discipline dans l'enseignement de cette discipline. J'avais même dit à un moment, enseigner toute discipline comme histoire. Alors, histoire aux deux sens du terme. L'histoire, la grande histoire. Pourquoi Pythagore propose le théorème de Pythagore, à quel moment il va en Égypte, il découvre les pyramides, il y a la corde à nœuds, 3, 4, 5 nœuds, il y a des tas de trucs. Comprendre ça, c'est la grande histoire. Mais enseigner les disciplines comme histoire, au sens où Brunner ou Ricoeur nous disent que la construction de la personne, c'est la narrativité, c'est-à-dire la possibilité de raconter. Raconter, c'est une façon de relier, de donner du sens, de transformer les faits en événements. La différence entre des faits, c'est qu'ils sont multiples, infinis, et que c'est un chaos absolu. Les événements, ils sont reliés entre eux. Il y a des car, des donc, des ainsi, des pourquoi, voilà. Tous ces petits mots qui sont en réalité des outils d'articulation des faits entre eux. Enseigner les disciplines en tant qu'histoire, c'est-à-dire comprendre en quoi les savoirs ont été construits par les humains à un moment donné pour leur émancipation, et les enseigner en tant qu'histoire, en tant qu'elles racontent des histoires, parce que ce que nous montrent très bien les recherches aujourd'hui, c'est que la narrativité est sans aucun doute la manière privilégiée pour l'enfant et l'adolescent d'entrer dans la connaissance, et y compris la narrativité qu'il va devoir construire lui-même sur lui-même, quand il va devoir se raconter sa propre histoire et se projeter dans le futur. Donc, peut-être donc épistémologie, oui. Moi, je dirais, même si c'est un peu prétentieux, anthropologie. Anthropologie, c'est-à-dire le sens pour l'humain. Hein. Quel sens ça a pour les humains de faire de l'EPS? Voilà. Le sport est apparu comment? Le rapport au corps. Le rapport au corps, Dieu sait que c'est un problème anthropologique majeur, hein, puisque on pensait il y a bien longtemps déjà, les anthropologues pensaient que l'humain s'était construit avec l'invention du langage, et puis on découvre que les corbeaux parlent aussi un langage différent du nôtre en Amérique. Ensuite, on a dit l'humain s'est construit sur l'outil, puis on découvre que les grands singes utilisent des outils. Aujourd'hui, la plupart des anthropologues disent l'humain naît avec les rituels mortuaires, c'est-à-dire avec le moment où on enterre le corps pour dire le corps n'est pas de la vie. Le corps humain a quelque chose, il a été habité par des intentions et il doit être respecté en tant que tel. Et on sait aujourd'hui que l'immense majorité des monuments historiques sur la planète sont des monuments funéraires. Hein. Et donc, pensez à ça, pensez à la façon dont le corps a été progressivement introduit à l'intérieur des préoccupations humaines et comment tout le travail qu'a fait notre collègue Georges Vigarello dans toute son œuvre, partie de l'EPS, mais allant bien au-delà des questions spécifiques à la didactique de l'EPS, vers tout ce qui touche au rapport au corps dans les sociétés. Et
repenser le PS aussi à travers cette question du rapport au corps, de la manière dont l'activité motrice met en route à la fois le corps et l'esprit, et nous, le corps et l'esprit, pour permettre à la fois au sujet de se positionner et de s'inscrire dans un collectif. Oui, je crois que l'enseignement français, un de ses principaux défauts, c'est son idéalisme, c'est-à-dire l'idée que un élève est un pur esprit et que finalement on s'adresse à lui simplement à la partie de lui qui est entre les sourcils et les cheveux, à son cerveau, indépendamment, et encore à un cerveau très idéalisé, qui est plutôt le cerveau épistémique, tel que le décrit Piaget. On s'adresse à lui indépendamment de toute son histoire, de toute sa corporéité et de tout son environnement. À mon avis, ça c'est une erreur fondamentale. Là-dessus, moi j'ai mené quelques travaux qui montrent à quel point le rapport à l'espace, d'abord, est fondamental. L'école traditionnelle avait construit des rituels. On entrait dans l'école en rang, on se mettait debout devant sa table avant de s'asseoir. Ces rituels sont assez largement obsolètes, mais on n'a pas inventé des rituels nouveaux. Et ce que j'observe, c'est que l'absence de rituel va pénaliser grandement les élèves. Parce que l'absence de rituel, c'est l'absence de signaux pour mettre en place ce que moi j'appelle dans mes travaux la posture mentale. Alors, prenons quelques exemples très simples. Entrer sur un tatami de judo, c'est pas la même chose qu'entrer dans une boîte de nuit. C'est pas la même chose qu'entrer dans un restaurant. C'est pas la même chose qu'entrer dans un théâtre. Et on sait que sur ces lieux-là, le lieu lui-même invite à une posture mentale. Quand j'entre dans un tribunal, je n'y entre pas de la même manière que quand j'entre chez un copain. Mais on ne sait plus ce que l'école, ce à quoi l'école invite en termes de posture mentale. C'est-à-dire, nous manquons de ce que mon collègue Matthew Crawford appelle des dispositifs attentionnels, c'est-à-dire des dispositifs qui signalent la démarche et la posture que le sujet doit investir pour entrer dans la discipline. Alors, je devrais nuancer parce que le professeur de physique ou de SVT qui travaille dans un labo, il a un rituel. Le professeur de PS, il a un rituel parce qu'il travaille, il faut se mettre en tenue, il faut aller dans des lieux particuliers. Et ça, c'est bien. Mais beaucoup de disciplines se passent de cela. On entre dans une classe, peu importe ce qu'il y a sur les murs, peu importe la façon dont est organisé le cours, la seule cohérence du discours est censée assurer l'efficacité de l'enseignement. Et ça, pour moi, c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure parce que ça oublie l'élève, le sujet, dans sa globalité, l'élève holistique, qui est un corps, qui est une histoire, et qui a besoin que à chaque situation corresponde une mise en situation. Alors des détails dans les entretiens que j'ai menés, on voit très bien comment le contexte détermine et envoie des signaux aux élèves. Une classe primaire dans laquelle les affiches au mur datent d'il y a 4 ans et sur laquelle il y a une armoire où il y a des polycopes qui datent d'il y a 3 ans qui n'ont pas été utilisés, envoie des signaux aux élèves. C'est pas la peine de rendre ton travail à l'heure. De toute façon, tu vois bien qu'ici, on met jamais les choses à jour. Donc, pourquoi toi, tu rendrais ton travail à l'heure? On voit bien que, à cet égard, l'école enseigne toujours plus ce qu'elle fait que ce qu'elle dit. Hein. Et la question du corps, il faut la penser dans ce cadre-là. C'est-à-dire, il faut accompagner la personne, corps et esprit, global, dans des situations d'apprentissage. Donc tout le monde doit travailler sur le corps, tout le monde doit travailler sur les postures, tout le monde doit travailler sur la manière dont on entre dans l'espace, la manière dont on se bouge dans l'espace, la manière dont on est capable de fixer son regard, la manière dont on prend des informations dans l'espace. Alors je sais bien qu'en EPS, on va apprendre à prendre des informations dans un jeu collectif en regardant les autres, mais c'est pareil dans un cours de philo. Et je crois qu'il faut que l'ensemble de l'école entende ce caractère global de la personne et arrête de saucissonner la personne en tranches avec le corps d'un côté, la parole de l'autre, l'écriture ailleurs. Ce saucissonnage ne prend pas, on ne parvient pas avec lui, me semble-t-il, à accompagner le sujet dans sa construction. Absolument. La question de l'uniforme est une question qui focalise un petit peu le débat public d'une manière souvent caricaturale, mais qui renvoie à un vrai problème. C'est la question de la norme. Et moi, quand on me parle de la question de la norme vestimentaire, norme comportementale, norme cognitive, j'interroge toujours, comme le faisait Georges Canguilhem, pour savoir s'il s'agit de la normalisation ou de la normativité. Et ça, c'est une distinction qui me paraît absolument fondamentale. La normalisation, dit Canguilhem, c'est tout le monde pareil. Et Canguilhem, qui était philosophe mais aussi biologiste, dit la normalisation, c'est toutes les cellules identiques, c'est le cancer.
Je ne veux voir qu'une tête, tout le monde est pareil, et c'est arbitraire. La normativité, dit Canguilhem, c'est ce qui est construit par un collectif pour assurer la coprésence des personnes, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour que les individus en commun puissent effectuer le travail qu'ils ont à faire. Et je pense que l'école introduit une normalisation là où il faudrait qu'elle fasse découvrir la normativité. Bien sûr, il y a des tenues qui sont pas du tout adaptées au travail scolaire. Mais normaliser par l'uniforme, ça n'est pas faire découvrir par l'enfant, par l'adolescent, par l'élève, ce qui serait nécessaire pour que, non pas je ne veux voir qu'une tête, mais pour que le travail collectif soit à la fois possible et efficace. Donc pour moi, cette question de l'uniforme renvoie à la question de la norme et renvoie à cette nécessité de ne pas systématiquement imposer une normalisation là où il faut faire découvrir une normative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps imposer la normalisation. Sans doute c'est nécessaire à certains moments où on n'a pas eu le temps de faire découvrir la normative. Mais il faut toujours avoir en tête que c'est la normativité qui l'emporte sur la normalisation, parce que la normalisation, c'est la mort, c'est le cancer, c'est le totalitarisme, c'est le je ne voir qu'une tête, c'est l'abolition de l'individu dans une espèce de collectif fusionnel où il disparaît. Oui, moi je suis extrêmement préoccupé par les difficultés de recrutement aujourd'hui du corps enseignant. Une société qui n'est pas capable de mobiliser sa jeunesse sur l'avenir, sur les jeunes générations, est une société qui doit quand même s'interroger. Mais je ne crois pas que la question salariale soit la seule. Elle est importante. La France a pris un très gros retard sur la reconnaissance salariale des enseignants, mais c'est pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres dimensions qui jouent, en particulier le manque de clarté des finalités. Moi, je connais des jeunes qui ont un diplôme d'ingénieur, qui pourraient gagner beaucoup d'argent et qui vont faire de la permaculture en Ardèche et qui se contentent de 1 000 € par mois parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une cause importante. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait le sentiment que l'enseignement et le métier de professeur soit un engagement pour l'avenir et pour le futur. Il y a ça. Il y a aussi le fait que l'institution a basculé et qu'elle est très largement devenue un service. Et que depuis, on va dire, les années 70-80, mais ça s'est probablement un peu amorcé avant, le parent n'est plus un citoyen, c'est un client. Et ça pèse sur les épaules, aussi bien du premier degré que du second degré, peut-être un peu moins sur les professeurs de PS, mais ça pèse quand même beaucoup, cette idée que le parent est en permanence là derrière, à exiger non pas que son enfant soit traité comme les autres, mais comme une exception, parce qu'il est exceptionnel, qu'il a soit des cultes exceptionnels, soit des dons exceptionnels. Et puis, ce sentiment d'une intrusion de parents consommateurs, de parents clients, dans une institution qui devrait être adossée à des valeurs et non pas à une logique marchande. Donc ça joue aussi. Et puis, il y a le fait que, comme tous les métiers de l'humain, l'enseignement a été technocratisé. Alors c'est vrai en particulier pour les gens qui ont des responsabilités institutionnelles. Un directeur d'école aujourd'hui ou une directrice d'école vous dira qu'il passe plus de temps ou elle passe plus de temps à remplir des tableaux Excel, à répondre à des enquêtes, qu'à travailler avec les élèves, les parents et les collègues. Donc il y a cette technocratisation très importante liée à la montée des dispositifs de contrôle. Il y a aussi cette idée que le professeur n'est plus un concepteur capable de s'investir d'une manière globale, n'est plus un chercheur dans ses propres pratiques, mais qu'il est un exécutant. Et qu'on va, au fond, lui dicter jusqu'au moindre de ses comportements, et que tout cela va être piloté par les évaluations internationales, et puis les évaluations nationales qui en sont une déclinaison. Alors, tous ces facteurs s'ajoutent, et me semble-t-il, nous place aujourd'hui dans une situation difficile, qui est une situation de perte de sens du métier, de dépression. Moi, je suis un ancien, ça fait plus de 50 ans maintenant que je suis dans l'éducation nationale. J'ai jamais vécu une période de dépression comme la période que l'on vit aujourd'hui. J'ai vécu des périodes de colère, des périodes d'enthousiasme, des périodes de méfiance, mais de dépression au sens où on ne sait pas où on va, on se replie sur soi, on n'a plus tellement envie d'investir, ou alors on le fait à minima. Alors je sais bien qu'il y a quelques enseignants qui échappent à ça, mais le collectif me semble quand même plus déprimé que jamais, et ça tient
pas seulement au statut social des enseignants, mais à leur place symbolique dans la société et à la place de l'éducation dans notre société. Au fond, le traitement qui est fait des enseignants, pas simplement le traitement financier, le traitement social et symbolique, en dit long sur le fait que dans nos sociétés, l'éducation n'est plus une priorité. Qu'au fond, ce qui est une priorité, c'est le fonctionnement à bas coût, c'est la marchandisation économique, c'est l'efficacité logistique, mais pas l'éducation. Et je pense que les enseignants paient au prix fort le fait que l'éducation n'apparaît plus à nos gouvernants, mais plus globalement à l'opinion publique, comme ce qui déterminera l'avenir. C'est compliqué. Un enseignant de mathématiques, en collège ou au lycée, c'est quelqu'un qui va devoir assumer un passage déterminant. Il va devoir passer de la passion des mathématiques à la passion de l'enseignement des mathématiques. C'est un basculement. Et c'est un basculement que parfois certains collègues ne parviennent pas à faire. Et s'ils ne parviennent pas à faire ce basculement, ils ne rentrent pas dans l'enseignement des maths. Ils sont figés sur l'idée que ceux qui ne réussissent pas sont des incapables, des feignants. Ils ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. Ils ne comprennent pas qu'on ne s'intéresse pas. Ils ne sont pas capables d'examiner les résistances à leur propre enseignement sous l'angle positif. Pour améliorer cet enseignement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est différent dans le premier degré et dans le second degré. On prête à Jules Ferry cette phrase, pour être instituteur, il faut aimer les enfants, pour être prof de maths, il faut aimer les maths. C'est probablement un peu vrai. Sauf que pour être prof de maths, il faut pas simplement aimer les maths, il faut aimer transmettre les maths. C'est-à-dire il faut aimer être dans une posture où le partage de ce que l'on sait est aussi important que l'appropriation personnelle de ce que l'on sait. Et ça, c'est tout ce que doit permettre de faire la formation. C'est la raison pour laquelle moi quand j'étais directeur de l'IUFM de l'Académie de Lyon, je proposais aux collègues du second degré de faire des choses un peu bizarroïdes. Par exemple, je proposais aux profs de maths de faire des cours de maths aux futurs profs de PS. Proposais aux futurs profs de PS de faire des cours de maths, des cours de PS, pardon, aux profs d'histoire géo et de français. Pour qu'ils découvrent qu'il suffit pas d'aimer sa discipline pour savoir la transmettre. Et alors, pour les collègues, c'était une découverte, parce que les profs de maths découvraient que les profs de PS comprenaient pas toujours les maths. Voilà. Et c'était néanmoins des collègues qui respectaient et avec qui ils avaient des relations. Mais cette découverte, pour moi, elle doit être consubstantielle de la formation. Moi, je crois que j'aime beaucoup cet exercice qui consiste à demander aux collègues de s'enseigner entre eux, de s'enseigner leur discipline entre eux. Je me souviens d'une séance où les collègues de PS avaient travaillé sur le son en hauteur avec des collègues de maths, et où ils s'étaient retrouvés finalement sur des questions de basculement du centre de gravité, des tas de choses comme ça, mais où ils avaient découvert les uns et les autres qu'il suffit pas d'aimer sa discipline pour la transmettre. Oui, je crois qu'on aurait tout intérêt à penser en termes d'école fondamentale, d'école de la scolarité obligatoire, de l'instruction obligatoire, l'école de 3 à 16 ans. Et la penser comme étant, alors non pas l'école unique qui a fait l'objet d'un gros travail historique, mais l'école du commun, l'école où on apprend ce qui va faire commun à tous. Et la penser avec des transitions et non pas des ruptures. Alors c'est très compliqué parce que les pesanteurs institutionnelles sont très lourdes, mais moi j'aimerais bien que entre le CM2 et la 6e, on n'ait pas cette espèce de cassure qui fait qu'on passe d'1 à 2 enseignants, à 7, à 8 ou 9 ou 10 enseignants qui ont chacun des codes différents et qu'aucun élève de 6e ne peut voir dans leur globalité. Je me souviens d'entretiens sur cette question de la coupure CM2 6e où les élèves de 6e nous disaient tous que à aucun moment ils ne voyaient leurs professeurs ensemble. Or, un enfant de 10-11 ans, s'il ne voit pas ces 8 ou 9 professeurs ensemble, s'il n'entend pas une parole commune de ces professeurs-là, il est absolument incapable de se représenter la cohérence de l'institution dans laquelle il est. Donc il va aller de l'un à l'autre sans comprendre ce qui réunit. Et on voit bien que c'est une rupture qui est bien vécue par certains, même certains trouvent là des bénéfices réels, mais très mal vécus par beaucoup. Et donc, je crois qu'il faudrait réussir à lisser cela, à ménager cela, avoir peut-être en 6e, 5e un moins grand nombre de professeurs, avoir ce que j'appelle des unités pédagogiques fonctionnelles, c'est-à-dire
un groupe de professeurs qui est identifié, qui prend en charge ensemble 3 ou 4 classes, qui ont le même groupe de professeurs de référence, ce qui serait un très gros progrès par rapport à ce qu'on a dans les collèges aujourd'hui ou dans les lycées aujourd'hui. En tout cas, il me semble qu'il faut travailler à cette transition qui est aujourd'hui, je trouve, une rupture trop problématique pour beaucoup d'entre eux. Les SECPA sont réservés à des élèves en difficulté ou en grande difficulté, donc je pense qu'il ne faut pas prendre la structure SECPA pour l'étendre à tous, mais je pense qu'il faudrait trouver des modalités, alors peut-être en commençant, en s'appuyant sur les professeurs volontaires. Je sais qu'il y a une très grande résistance chez les professeurs du second degré à la bivalence, ils résistent énormément. Je pense qu'il faut respecter cette résistance, mais qu'il y a des professeurs volontaires. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont volontaires puissent bénéficier, par exemple, d'une formation. On sait que les profs de maths sont souvent d'excellents musiciens parce qu'il y a une proximité épistémologique entre les maths et la musique. Eh bien, un prof de maths à qui on donnerait 3 mois ou 6 mois de formation en musique pourrait devenir bivalent maths-musique. Je prends cet exemple, on pourrait en prendre une multitude d'autres. Je crois qu'il faudrait s'appuyer sur les collègues qui acceptent de s'engager dans cette affaire-là pour faire évoluer le système. Aujourd'hui, le faire d'une manière autoritariste, ce sera refusé. Ça va déclencher les gens vont avoir le sentiment qu'on les méprise et qu'on les manipule. Mais on ne s'appuie pas suffisamment dans la gestion du système scolaire français sur les professeurs volontaires. S'il y avait des gens qui étaient volontaires pour être bivalents en 6e et 5e, eh bien, proposons-leur des temps de formation et acceptons de leur faire vivre cette bivalence et de diminuer ainsi le nombre de professeurs en 6e et en 5e. Mais faisons-le à travers l'exemplarité des volontaires plutôt qu'à travers un diktat administratif qui sera, à mon avis, très contesté. Et cette question du temps scolaire renvoie à une multitude de questions sociétales. Moi, je crois que l'école est évidemment un lieu fondateur de la République et de la démocratie, puisque c'est le lieu où des enfants, avec des trajectoires différentes, avec des histoires différentes, avec des cultures différentes et singulières, viennent partager les mêmes savoirs. Et cette espèce de mouvement où des singularités se confrontent pour partager des savoirs communs est fondateur de notre faire ensemble, société. Et je pense qu'à cet égard, l'école ne peut pas être la seule à faire cela. Et un des enjeux, me semble-t-il aujourd'hui, c'est de resituer l'école dans un continuum éducatif plus large. Peut-être vais-je faire un petit retour historique. 1921, à Calais, les pédagogues de l'éducation nouvelle se réunissent sous l'égide d'Adolphe Ferrière avec comme mot d'ordre « plus jamais ça ». Ils viennent de vivre la guerre de 14-18, ils ne veulent pas une nouvelle boucherie et ils font ce pari que l'éducation va pouvoir empêcher le retour de la barbarie. 20 ans plus tard, 1940, Deuxième Guerre mondiale, la Ligue internationale de l'éducation nouvelle publie un communiqué en disant « c'est revenu ». Et c'est peut-être revenu, alors ils nuancent évidemment leur diagnostic, mais c'est peut-être revenu parce que on n'a travaillé que sur l'école, parce qu'on n'a pas suffisamment intégré les autres dimensions de l'éducation, en particulier la famille, et puis tout ce qui concerne le domaine des loisirs. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a tout un travail d'équilibration entre une école qui est un creuset, qui est un lieu où tout le monde vient, et puis une réflexion sur l'éducation familiale, qui est très pauvre en France, qui quasiment n'a jamais lieu, et qui pourtant est absolument nécessaire, puisqu'on sait l'importance de l'éducation familiale dans la trajectoire d'un enfant, et une réflexion sur ce que nous appelons les tiers-lieux, que l'éducation populaire a promu pendant de nombreuses années, et qui aujourd'hui sont très largement confiés au secteur marchand. Et je crois que trouver l'équilibre entre ces 3 piliers de l'éducation, entre une éducation familiale émancipatrice, une école qui est le lieu de construction du commun et d'émancipation à la fois, et puis tout ce secteur des loisirs au sens large du terme, le secteur associatif, le secteur sportif, le secteur de l'éducation populaire, qui est le lieu du choix, de la responsabilité, de la découverte d'un collectif solidaire qui s'engage dans un projet. Et nous savons, parce que là les recherches le montrent très clairement, que ce qui se passe dans ces lieux-là, ce qui se passe dans le club de hand, ce qui se passe dans la troupe de théâtre, dans la chorale, ce qui se passe dans le club tiers-monde, ce qui se passe, y compris dans les groupes informels qui se constituent dans les quartiers, va être absolument déterminant parce que s'opèrent là des découvertes absolument essentielles. Donc, pour conclure, oui, il faut travailler sur le rythme scolaire, sur les rythmes scolaires. Oui, il faut
un temps de présence à l'école suffisant. À cet égard, moi, j'ai lutté contre la semaine de 4 jours. Je pensais que la semaine de 4 jours et demi était beaucoup plus équilibrée et permettait de répartir sur un temps plus long les apprentissages. Donc, il faut retravailler sur le temps de présence à l'école, mais il ne faut pas que l'école se donne comme étant la seule instance éducative, au risque sinon de ne pas pouvoir elle-même atteindre ses objectifs. Oui, je crois que les syndicats sont partagés. Tous les syndicats, plus ou moins et de manière très différenciée, sont partagés entre une forme de défense des intérêts corporatistes et une forme de défense du bien commun, de l'avenir de l'institution éducative et de l'avenir de l'éducation, au sens le plus global du terme. Ils sont partagés et on voit bien que certains réussissent à tenir les deux. D'autres beaucoup moins, d'autres pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'une réflexion sur l'avenir de l'école et de l'éducation plus globalement intègre bien évidemment les syndicats et les syndicats d'enseignants, mais pas seulement. Il faudrait intégrer aussi les grandes confédérations syndicales d'autres métiers. Il faudrait intégrer les confédérations nationales. Il faudrait intégrer évidemment les fédérations de parents d'élèves, il faudrait intégrer les élus locaux en particulier, qui sont quand même très impliqués dans ces questions éducatives, pour qu'on ait une vision ensemble plus globale. Moi, je ne demande pas aux syndicats de renoncer à la défense des intérêts corporatistes des enseignants. S'ils le faisaient, ils perdraient d'ailleurs tout crédit. Mais je leur demande de dépasser cela. Et je pense que ce serait possible dans le cadre de relations plus construites avec les autres partenaires. Par exemple, moi je dis depuis déjà plusieurs années au syndicat à quel point il faut construire une alliance avec les parents. Parce que les politiques, depuis presque 30 ans, jouent les parents contre les profs. Et que si on laisse monter cette espèce de suspicion des parents à l'égard des profs, on va vers la disparition du service public. Parce qu'on va vers la privatisation, on va vers une marchandisation complète de l'éducation. Donc défendre le service public sans s'adresser aux parents, partager avec eux nos analyses et travailler en profondeur sur la différence entre un parent citoyen et un parent client, ça me paraît extrêmement dangereux. Donc moi je mettrai comme priorité aujourd'hui le travail avec les parents, étant entendu que il faut bien sûr s'adresser aux organisations officielle de parents d'élèves, mais pas seulement. Il faut travailler localement avec les parents. Il faut que le dialogue avec les parents devienne une des dimensions fondamentales du métier. Sinon, il ne faudra pas s'étonner et pleurer si on voit monter le consumérisme scolaire, on voit monter des parents qui changent leurs élèves d'établissement, qui zappent du public au privé, qui trouvent des fausses adresses, qui interviennent pour dénoncer tel comportement de tel enseignant alors qu'il n'y a aucune raison de le dénoncer, etc. Il ne faudra pas s'étonner de tous ces phénomènes qui font le lit de la privatisation et de la dislocation du service public. Je pense que travailler à l'avenir d'une éducation à la fois émancipatrice, égalitaire et solidaire nécessite de s'intéresser simultanément à plusieurs segments. D'abord, il faut s'intéresser à ce qui se passe avant l'école. On sait qu'un élève qui entre en petite section peut posséder 600 mots ou 5000. S'il possède 5000 mots, il n'aura aucun problème, non seulement pour comprendre ce qu'on lui dit, mais surtout pour exprimer ce qu'il a envie de dire. S'il en possède 600, il est largué. Donc il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la famille, à ce qui se passe dans les crèches. Il faut s'intéresser à la question du langage et de l'acquisition du langage. Il faut s'intéresser au statut des éducateurs de jeunes enfants. Aujourd'hui, qui sont considérés comme n'ayant que la capacité de changer des couches, alors qu'ils devraient être considérés comme étant des vecteurs de culture, de langage, pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans un milieu familial où la pratique linguistique est élaborée, d'accéder à un langage. Donc il faut s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser à l'éducation familiale aussi. On n'a pas en France de recherche suffisante dans ce domaine. Il n'y a pas en France de laboratoire dédié à l'éducation familiale et qui travaille sur l'éducation familiale. Et en sciences de l'éducation et de la formation, c'est l'école qui est travaillée essentiellement. Un peu les tiers-lieux et l'éducation populaire, mais surtout l'école. L'éducation familiale n'est pas vraiment prise au sérieux et je trouve que c'est un tort. La France est très en retard sur l'accompagnement de la parentalité. Or, beaucoup de parents sont paumés. Ils ne sont pas démissionnaires, ils sont paumés. Paumés ne serait-ce que sur une question qui aujourd'hui fait la une de l'actualité, qui est l'usage des écrans. Beaucoup de parents ne savent pas comment faire
Hein, et on peut pas simplement se contenter de dire il faut interdire l'écran, c'est pas vrai, ils sauront pas trouver des alternatives, il faut proposer d'autres activités. Donc tout ça, je pense qu'on pourra pas faire réussir l'école si on prend pas en compte tout ce qui se passe avant et à côté du côté de la famille. Donc travailler cette éducation familiale et pas simplement en privant les parents qu'on estime indignes des allocs, parce que ça c'est une sanction. Ça n'est pas une prévention, ça n'est pas une éducation, ça n'est pas une formation. Donc travailler là-dessus. Je pense qu'il faut aussi travailler sur une vraie refonte de l'éducation dite prioritaire. On sait aujourd'hui que quand on regarde le budget consolidé d'un établissement, et pas simplement les heures qui touchent en plus, en réalité, un collège d'éducation prioritaire coûte moins cher par élève qu'un collège de centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de vacataires et de contractuels, beaucoup de jeunes en début d'activité et de carrière, qu'il y a moins d'options, moins de langues, etc. Et qu'au total, malgré ce qu'on donne en plus, l'élève coûte moins cher. Et donc, moi je pense qu'il faudrait réellement donner enfin plus et mieux à ceux qui ont moins, c'est-à-dire proportionner le budget consolidé, salaire compris, vraie exigence, au niveau social des élèves qui sont scolarisés. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental et qui devrait s'appliquer aussi bien aux établissements publics qu'aux établissements privés. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, bien sûr, c'est la formation des enseignants. Je pense qu'elle a été très abîmée. Formation initiale et formation continue. Certaines disciplines, comme le PS, ont réussi à garder parce qu'il y a une culture de la discipline, parce qu'il y a une communauté didactique forte. On gardait des formes de formation à travers des associations, à travers des initiatives collectives. On gardait des formations qui permettent aux jeunes enseignants de s'acculturer à l'école, mais beaucoup de disciplines pêchent dans ce domaine et l'institution a été particulièrement défaillante ces dernières années. Voilà. Et il faut que ces formations, bien sûr, fassent une part à la pédagogie. Parce que on enseigne, comme je le répète à satiété en permanence, toujours quelque chose à quelqu'un, et il faut à la fois apprendre à enseigner le quelque chose, mais il faut apprendre à l'enseigner à quelqu'un. Voilà. Donc voilà, ça c'est... Et puis, je pense qu'il nous faut, sans aucun doute, on l'a évoqué, une vraie qualité de débat public et démocratique sur les questions éducatives. Alors si on travaille sur tout ça, et si en plus on se dit qu'on va pouvoir faire échapper les loisirs à la seule sphère marchande, je pense qu'on va avancer. Alors, faire échapper les loisirs à la sphère marchande, ça veut dire reconsidérer le rôle de l'éducation populaire. Hein. Quand en 1936, Jean Zay est ministre de l'Éducation nationale, il y a des gens qui veulent que l'éducation populaire soit nationalisée, c'est-à-dire intègre l'éducation nationale. Il refuse. Il dit qu'il faut que ce soit la société civile, les associations. Mais il dit très clairement, l'école ne peut pas faire tout toute seule. Il lui faut une éducation populaire forte. Or, on voit bien que ce secteur des loisirs, qui était traditionnellement confié à l'éducation populaire, a été aujourd'hui très marchandisé, c'est un secteur marchand, et que toute la formation qui pouvait s'effectuer dans ce cadre-là, aujourd'hui, elle est plus là. Il y a des études qui montrent que les responsables syndicaux, les responsables politiques, les responsables associatifs, quand on les interroge sur ce qui a été déterminant dans leur engagement, ils disent pas l'école, hein, ils disent le patronage, le club de sport, l'association de quartier, c'est-à-dire tout ce que j'appelle éducation populaire. Donc voilà, travailler pour l'école, pour moi, c'est ouvrir un petit peu les perspectives et resituer l'école dans cet ensemble. Si je le dis très librement, c'est parce que c'est aussi un cheminement que j'ai fait à titre personnel. Moi, j'ai longtemps été persuadé que l'école à elle seule pouvait tout. Et c'est un des enjeux, un des points qui fait que je me suis beaucoup investi sur l'école. Aujourd'hui, je crois qu'elle peut beaucoup, elle est absolument indispensable et nécessaire, mais qu'elle ne peut pas. Et je pense que si on ne comprend pas le rôle de la famille, si on ne comprend pas le rôle des loisirs et la façon dont tout cela peut travailler, dont tous ces gens-là peuvent travailler ensemble pour construire l'éducation de l'enfant et de l'adolescent, je crois que l'école risque d'être condamnée, j'allais dire presque, à vider l'océan avec une petite cuillère, hein, c'est-à-dire à essayer de faire ce que la société dans son ensemble a renoncé à faire. Et je pense que toute seule, elle y arrivera. C'est difficile d'isoler quelques livres qui sont essentiels, moi, dans mon propre parcours. Un des livres qui m'a le plus marqué au début, c'est La lettre à une maîtresse d'école des enfants de Barbiana, qui a été réédité récemment sous le titre « Lettre à une institutrice », qui est une lettre écrite par des enfants exclus de l'école et qui s'adresse à leur institutrice pour dire pourquoi vous nous avez exclus, et qui ont un discours extrêmement fort, dur, mais je trouve décapant. Et je dirais, oui, lisez cette lettre à une institutrice. Tout enseignant qui lit ça en sort changé. Il y a d'autres textes
qui m'ont beaucoup aidé. Évidemment, certains textes de Célestin Freinet, je pense aux invariants pédagogiques, même s'il faut les retravailler, s'il faut les actualiser. Je pense à des auteurs moins connus. Je pense à Korczak, ce livre dont le titre ne rend pas compte du contenu, qui s'appelle « Comment aimer un enfant » et qui donne des clés absolument déterminantes pour aider des enfants à sortir de la violence. Donc voilà, 3 livres, on pourrait dire classiques, Barbiana, Freinet, Korczak. Alors dans les livres un peu plus de sciences de l'éducation, moi ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres d'Olivier Reboul, qui est un philosophe de l'éducation, malheureusement qui nous a quittés depuis plusieurs années, mais dont les ouvrages sur qu'est-ce qu'apprendre, qu'est-ce que la philosophie de l'éducation, sont pour moi de très bons textes, très lisibles, très rigoureux, très clairs. Et même si on n'est pas d'accord avec la totalité de ce qu'il y a là-dedans, ça permet de réfléchir et ça permet d'avancer. Alors il y a bien sûr d'autres textes, ils sont multiples. Moi, j'ai beaucoup appris de celui qui a été largement mon mentor en sciences de l'éducation, qui est Daniel Hamlin, et donc certains de ses livres comme Le domestique et l'affranchi, La liberté d'apprendre, sont des livres qui m'ont beaucoup aidé, mais ils sont plus difficiles à aborder parce qu'ils sont très inscrits dans une époque et que cette époque est pas facilement, peut pas facilement se la représenter aujourd'hui. Et puis je dirais des livres de littérature. Moi, je suis profondément convaincu que la littérature offre aux enseignants, offre aux éducateurs une vision et la possibilité de repenser leur action. Alors, la littérature, c'est quoi? C'est, je sais pas, Chrétien de Troyes et les Chevaliers de la Table Ronde, hein, parce que si on étudie et si on regarde à peu près l'histoire de Lancelot et tout ça, on va découvrir qu'est-ce que c'est que l'arrivée, l'adolescence, l'entrée dans le sursis à la violence, etc. Ou la littérature contemporaine, je sais pas, les désarrois de l'élève Torlès, ou la littérature. Je pense que on sous-estime trop l'impact de la littérature sur la réflexion éducative. Moi, j'ai écrit un livre qui a eu d'ailleurs un succès extrêmement restreint, qui a été mis au pilon, qui s'appelle « Des enfants et des hommes, littérature et pédagogie », où j'étudie toute une série d'œuvres littéraires, classiques et contemporaines, et où je montre comment elles permettent de comprendre les enjeux éducatifs d'aujourd'hui. Je pense que, par exemple, la littérature américaine, je pense à Russell Banks, qui est un des grands écrivains américains contemporains, qui est décédé il y a 1 an ou 2. Je pense que qu'écrit Russell Banks dans Sous le règne de Bonne, De beaux lendemains, etc., c'est parfaitement adapté à une réflexion éducative. Donc oui, il y a les classiques, il y a les auteurs de sciences de l'éducation et de philosophie de l'éducation, il y a aussi toute une littérature qui pourrait donner lieu à des débats.